Et nous sommes ce soir avec Richard Verly, correspondant en France du site d'information suisse blick.ch. Bonsoir Richard. Bonsoir Clémentine. Alors cette semaine encore, l'actualité politique a été dominée par le projet de loi immigration après un parcours assez chaotique, on peut le dire. Le texte a fini par être adopté mardi par le Parlement et ce grâce à l'accord qui a été trouvé en commission mixte paritaire. Mais le texte va devoir maintenant passer devant le Conseil constitutionnel qui a été saisi à la fois par Emmanuel Macron et par la gauche. Alors si je comprends bien, Richard, cette loi immigration, elle n'est pas encore définitive en fait. Non, et c'est franchement, vu de l'étranger, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Concrètement, la majorité présidentielle a fait voter une loi que tout le monde savait en partie inconstitutionnelle, puisqu'on a repris la version du Sénat. La commission mixte paritaire s'en est largement inspirée et cette version du Sénat comporte un certain nombre d'éléments que le Conseil constitutionnel va probablement censurer. Et d'ailleurs Emmanuel Macron lui-même a dit qu'il s'opposait à certains, ou plutôt qu'il était très mécontent de certains dispositifs, notamment la caution qui sera demandée aux étudiants étrangers. Bref, on est toujours dans le brouillard. À vrai dire, on a vu un Emmanuel Macron extrêmement combatif à la télévision 2 jours après l'adoption de ce texte, mais la réalité est que très peu de gens aujourd'hui peuvent prédire ce qui sortira vraiment de ce texte. On est toujours aujourd'hui dans la communication et à mon avis c'est un peu regrettable sur un sujet comme l'immigration. Mais alors comment est-ce que vous expliquez le fait qu'Emmanuel Macron ait lui-même saisi le Conseil constitutionnel? Ça relève de la stratégie politique? Oui, je crois qu'Emmanuel Macron, il savait que la seule solution pour faire adopter ce texte, après son rejet préalable, vous vous souvenez, on en avait parlé ici même, la seule possibilité c'était de le faire passer par la droite. Et pour cela, il fallait se calquer sur la version du Sénat. Mais il y avait des éléments inconstitutionnels qui seront sans doute censurés. C'est quand même quelque chose qui est très difficile à expliquer aux citoyens. Ça veut dire qu'on fait voter aux députés un texte qui ensuite sera retoqué par les juges suprêmes. Moi, je trouve que c'est pas très habile. Ça donne une fois de plus l'impression d'un micmac législatif sur un sujet d'immigration qui mérite quand même la plus totale transparence. Et c'est vrai que ça reflète toute la complexité de cette affaire. Comment est-ce que la droite a réagi au fait qu'Emmanuel Macron saisisse lui-même le Conseil constitutionnel et au fait que, comme vous le dites, probablement certains articles, sûrement les plus durs, vont être retoqués par le Conseil des sages? Alors à droite, vous avez deux camps. Vous avez l'extrême droite, le Rassemblement national, qui lui, de toute manière, quoi qu'il se passe, a gagné. Il a gagné parce que, comme l'a assez justement dit l'ancien président François Hollande dans un entretien au Monde, ce sont ces idées qui, en quelque sorte, ont présidé à la rédaction de cette loi. Oui, mais si, pardon de vous couper, Richard, si ces idées précisément, celles qui sont les plus dures dans la version du texte qui a été adoptée par la commission mixte paritaire, si ces articles ils sont retoqués par le Conseil, il n'empêche, c'est un échec quand même. Ce sera un échec, vous avez raison, ce sera un échec relatif politique, mais la politique c'est avant tout de la communication. Et la communication aura été favorable au Rassemblement national qui a d'abord pris en embuscade le gouvernement en votant la motion de rejet préalable, qui ensuite a voté ce texte lundi dernier, même si la majorité dit qu'elle n'avait pas besoin de ses voix. Donc à mon avis, vous avez l'extrême droite qui se félicite parce qu'au fond, le thème de l'immigration, de toute manière, on le sait, est un thème qui lui est favorable. Et vous avez la droite traditionnelle, celle qui est dirigée par Éric Ciotti, qui peut se féliciter sur ce sujet d'être, en quelque sorte, d'avoir réussi à exister à nouveau, alors qu'elle était absente du débat public. Ça, je crois que c'est une victoire politique importante. À quel prix, on le verra. Mais voilà les deux raisons pour lesquelles la droite peut être satisfaite. Les plus maris de cette opération sont évidemment les centristes et la gauche de la majorité présidentielle, dont on a vu que certains ministres avaient même pensé à démissionner. Un seul l'a fait, mais il y a eu des remous. Et ça veut dire que même si le Conseil constitutionnel retoque certains articles, pour revenir juste sur oui, l'extrême droite, ça peut quand même donner peut-être une nouvelle impulsion au Rassemblement national en vue par exemple des européennes 2024. On sait que l'immigration est un des grands thèmes de campagne. Alors moi j'en suis convaincu. Maintenant peut-être que les faits vont nous démentir. Peut-être que les électeurs vont créditer Emmanuel Macron et la majorité d'avoir durci l'arsenal législatif sur l'immigration. C'est en tout cas ce que pense Emmanuel Macron lui-même. C'est ce qu'il a dit à la télévision. Il a dit c'est en s'emparant de ces sujets-là qu'on va réussir à faire barrage au RN. À mon sens, c'est beaucoup plus compliqué. La réalité, c'est que Marine Le Pen n'a aujourd'hui plus besoin de parler, plus besoin d'agir. D'ailleurs, elle a très peu pris la parole dans ce débat sur l'immigration parce que de facto, ces sujets lui sont attribués. On attribue toujours à l'extrême droite la paternité d'avoir été le premier parti, la première formation politique à alerter sur
entre guillemets, les ravages de l'immigration. Et puis pour faire un petit peu aussi refermer ce bilan de ce texte, il y a quand même peut-être d'autres faiblesses qu'on peut souligner, notamment la question du contrôle aux frontières. Cette loi immigration, il faut quand même le rappeler, elle n'empêchera pas les flux migratoires. C'est pas une question qui est seulement nationale, cette gestion vous savez, migratoire. il y a un élément très marquant. Alors que Gérald Darmanin bataillait à l'Assemblée nationale pour obtenir l'adoption de ce texte issu de la commission mixte paritaire, au même moment, simultanément à Strasbourg, les eurodéputés mettaient la dernière touche au texte qui s'appelle Asile et migration, qui est l'arsenal législatif européen. Gérald Darmanin n'en a pas dit un seul mot. C'est-à-dire qu'on entretient l'illusion, mais c'est pas spécifique à la France, que la solution à l'immigration, elle est nationale. C'est pas vrai. Ce sont les frontières extérieures de l'Union qu'il faut arriver à contrôler, puisqu'on est dans un espace de libre circulation. De ce point de vue, il faut se féliciter que la législation européenne, enfin 3 ans après avoir été présentée en 2020, soit adoptée. Elle est malheureusement incomplète. Il y aura 2 mesures symboliques, rappelons-les quand même. La création de centres d'accueil et de tri des demandeurs d'asile à l'extérieur des frontières de l'Union et, a priori, des moyens beaucoup plus accrus d'expulser les demandeurs d'asile déboutés. Mais là encore, il faut voir dans la pratique ce que ça donnera, car malheureusement, les dispositifs juridiques des 27 pays membres ne sont toujours pas les mêmes. Alors, autre actualité qui a fait la une de l'actualité politique cette semaine en France, ces propos très critiqués d'Emmanuel Macron sur l'acteur Gérard Depardieu, visé par des plaintes pour viol et agression sexuelle. Alors Emmanuel Macron, au milieu de toutes ces réactions, s'est dit et redit grand admirateur de Depardieu. Est-ce qu'il aurait dû garder le silence, Emmanuel Macron, sur cette affaire ? Je pense qu'il aurait dû, alors ça c'est une opinion personnelle, qu'il aurait pu garder le silence sur toute la séquence. Je ne vois pas tellement en quoi l'intervention d'un président de la République 2 jours après l'adoption d'une loi, celle sur l'immigration, va changer la donne. Mais Emmanuel Macron, vous savez que ce n'est pas son tempérament. Il ne peut pas s'empêcher de descendre dans l'arène, d'y aller, d'interpeller les Français. Je pense qu'il considère comme son rôle d'être celui qui rappelle un certain nombre de valeurs, un certain nombre de principes. En l'occurrence, il voulait rappeler le principe de la présomption d'innocence et il voulait rappeler l'héritage culturel, cinématographique de Gérard Depardieu. Est-ce que c'est son rôle ? Je ne le crois pas. Je pense en tout cas que sur un tel sujet, sa parole de président de la République ne pèse rien. C'est un autre débat. Gérard Depardieu, en tant qu'homme, comment a-t-il agi ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Est-ce qu'il a très largement outrepassé, je dirais, ce qu'on pourrait considérer comme des caprices de star ? Voire, est-ce qu'il a menacé, harcelé, violenté, plus encore ? Malheureusement, on n'est pas dans un domaine que le président de la République peut commenter, à mon sens. Effectivement, c'est plutôt le rôle de la justice. Autre point par rapport justement à cette réaction d'Emmanuel Macron, ses propos, ils étaient quand même diamétralement opposés à ceux de sa ministre de la Culture, Rima Abdul-Malek, qui, elle, a déclaré que l'attitude de Gérard Depardieu, je la cite, faisait honte à la France. C'est un recadrage ? Oui, je pense vous avez raison de le souligner. Je pense qu'il y a un lien direct entre les deux. Entre l'intervention de la ministre de la Culture, qui a même parlé d'enlever la Légion d'honneur à Gérald Depardieu, sauf que ça passe par le Conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur. Et c'est à ce titre-là, le président de la République étant garant de l'Ordre de la Légion d'honneur, qu'il s'est sans doute, Emmanuel Macron, senti obligé d'intervenir. De mon point de vue, la ministre de la Culture, là aussi, aurait pu s'abstenir d'intervenir. Gérard Depardieu, c'est un monument culturel, c'est un monument du cinéma français. Ça n'enlève rien aux fautes s'il les a commises, mais est-ce qu'il faut en permanence entretenir le débat autour de ça ? Est-ce qu'il faut surfer sur l'air du temps ? Ça me paraît, à mon avis, un peu dommageable. Et dernière actualité politique que je voudrais commenter avec vous, Richard, c'est notre nouvelle ministre de la Santé en France, Agnès Firmin-Le Bodo, qui a été nommée mercredi après la démission d'Aurélien Rousseau. À peine nommée, elle est déjà visée par une enquête sur les cadeaux de la multinationale Urgo. En tant que pharmacienne, elle est soupçonnée d'avoir reçu pour 20 000 € de bouteilles de champagne, de montres de luxe, etc. On imagine que c'est une affaire dont le gouvernement se serait bien passé en fin d'année ? Oui, c'est une affaire qui tombe très mal. C'est une affaire qui tombe très mal, d'abord parce que, quand même, on se pose la question. Cette ministre, elle sait, quand elle accepte, quand on lui propose donc le poste de ministre de la Santé suite à la démission de son prédécesseur à cause de la loi immigration, elle sait qu'elle a ce boulet dans ses bagages.
Elle accepte néanmoins le poste de ministre de la Santé. C'est-à-dire qu'elle accepte de mettre en danger le gouvernement. Est-ce qu'elle prévient? Est-ce qu'elle ne prévient pas? Je ne sais pas, mais je trouve que à une époque où la communication va si vite, à une époque où les symboles sont si importants, là, elle fait prendre un risque à l'ensemble du gouvernement. On dira que 20 000 € par rapport à d'autres affaires de pots de vin, c'est rien du tout. Pensons à ce que peuvent recevoir des intermédiaires de contrats d'armement ou autres. Je ne dirais pas les ministres, mais des intermédiaires. En tout état de cause, je pense que cette personne, cette dame, a peut-être trop vite pensé à sa carrière politique et trop oublié ce qu'il faut faire pour assumer une responsabilité politique aujourd'hui, c'est-à-dire être sans reproche. Et comment est-ce que le gouvernement peut se dépatouiller aujourd'hui de cette affaire qui est quand même, comme vous l'avez rappelé, embarrassante? J'imagine que la tentation d'Emmanuel Macron et de sa première ministre Elisabeth Borne, parce que là aussi c'est intéressant, vous aurez noté qu'aujourd'hui on considère que les ministres sont responsables devant le président de la République. Or les ministres, il y a quand même une première ministre, il y a une chef de gouvernement, c'est d'abord à elle qu'ils doivent rendre des comptes. Je pense que la tentation va être de laisser jouer les fêtes de fin d'année en espérant que l'oubli de ces fêtes va jouer et qu'on va passer à autre chose en début d'année. C'est pas sûr du tout, parce que dans ce genre d'affaires, malheureusement, il y a des médias qui vont continuer de creuser. Et peut-être, c'est arrivé dans le passé, y a-t-il d'autres choses qui vont être révélées? Et une dernière question, Richard, puisque l'année 2023 se termine, touche à sa fin. Quelle est, vous, l'image politique cette année qui vous a le plus marqué en France? Alors, il y en a énormément que j'aurais pu citer, les retraites, l'immigration, les émeutes après la mort du jeune Naël, mais j'en ai choisi une très différente. C'est Emmanuel Macron qui va fêter les fêtes de Noël avec les troupes au Levant, l'opération Chamal, l'opération avancée de l'armée française, parce que ça tombe pile au moment où la présence française au Niger se termine, où les forces françaises quittent le Niger, et ça intervient à un moment où l'on a compris que la France n'arrivait pas à se faire entendre sur le terrain au Proche-Orient. Tout ce qu'Emmanuel Macron a proposé pour le moment, bien ça n'a pas débouché dans le conflit Israël-Hamas. Donc il y a une forme de paradoxe. Emmanuel Macron va en Jordanie, il va aux côtés des soldats, c'est-à-dire quelque part aux côtés de ce qui reste de la puissance française, mais cette puissance française, elle est quand même pas en très bon état. Et ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Richard Verly, correspondant en France du site d'information suisse blix.ch. Et on vous souhaite effectivement d'excellentes fêtes, Richard. À bientôt.